Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire traitant de l'actualité internationale, l'Afrique et le monde. Ce soir encore, nous allons traiter de quelques sujets brûlants de l'actualité africaine et si nous avons un peu plus de temps au-delà, nous allons peut-être commencer par ce qui se passe du côté de la ville garnison de Kati au Mali depuis l'aube de ce vendredi 22 juillet 2022. Je vais d'abord commencer par vous présenter mes invités. Joël Ataï-Guédegbe, expert en gouvernance, bonsoir. Bonsoir. Morgana Soba-Metonji, consultant, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également que vous êtes collaborateur à l'Institut de formation et de la recherche pour la paix et la sécurité internationale. En face, Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste politique. Voilà, le sujet principal de ce numéro d'Afrique et le monde, c'était la tension, en tout cas, qui a franchi un cap entre le Mali et la mission onusienne de maintien de la paix. Mais depuis ce matin, la ville garnison de Kati, qui est l'une des plus importantes emprises militaires du pays, et où réside d'ailleurs en partie au niveau de la garnison le chef de l'exécutif malien, le colonel Assimi Goïta. Déjà, qu'est-ce que cette situation vous évoque de suite? Avec tout ce est-ce que ça a un lien avec tout ce qui précède, les tensions avec la MINUSMA, les rapports avec les voisins, la Côte d'Ivoire, cette histoire de 49 mercenaires. Est-ce que aujourd'hui, comment vous le situez, ce qui se passe depuis l'aube du côté de Bamako? Alors, si on veut s'aventurer à tisser les liens entre tous les faits, on peut se permettre de penser cela, mais ce n'est pas une évidence qu'il y ait forcément un lien entre tous ces faits. Il faut rappeler que déjà depuis un bon moment, les questions de sécurité ou de coup d'État ne manquent pas d'être soulevées. On a entendu bien avant ce à quoi on assiste aujourd'hui, à un moment donné, le gouvernement au Mali dit bel et bien qu'ils ont déjà déjoué, ils avaient même déjoué un coup d'État et qu'il y aurait une force externe, étrangère, qui serait impliquée dans ce coup d'État. Ces questions de sécurité par rapport à cette junte ont tout le sens, étant donné la perception que les institutions internationales et les acteurs externes qui ne sont pas forcément révélés au grand jour ont de ce énième coup d'État qui a été fait au Mali. Et donc nous sommes dans une situation totalement compréhensible, mais chercher à trouver directement des liens avec les faits auxquels on a assisté, ce serait hasardeux. Exactement. Voilà. Joël Ataï-Guédegbe, déjà sous couvert d'anonymat, certains officiers n'écartent pas une tentative de coup d'État. Nos confrères de Jeune Afrique en ont fait cas il y a quelques heures. Alors, comment vous percevez ce qui s'est tramé du côté du camp Kati? Bon, je crois qu'il ne faut rien exclure a priori, mais il est plus plausible que cela relève d'une attaque terroriste au regard du mode opératoire d'un côté et puis disons d'actions similaires à l'intérieur du pays au cours de la semaine. Et alors si cela est le fait de la même organisation, ça représenterait un défi de taille. Bon, d'un côté, ça permet d'identifier un peu plus clairement un ennemi à combattre en maîtrisant ou en ayant une idée encore plus nette de son mode opératoire. Mais de l'autre côté, le fait que l'attaque ait pu arriver jusqu'au jusqu'au chevet du colonel Goïta et indique quand même des failles sécuritaire assez importante, là où on pensait que la junte au pouvoir avait commencé à maîtriser un peu les débats. Donc ça sonne comme une remise en cause de l'efficacité de la junte au plan sécuritaire tout simplement. Et les jours qui viennent, les heures qui viennent, peut-être nous édifieront sur la nature exacte de cette attaque. Il n'empêche, les contradictions, les tensions sont évidentes, sont visibles pour tout le monde. Et il ne faut pas exclure qu'éventuellement, des contradictions surgissent au sein de la junte ou bien
à défaut d'une 5e colonne, qu'autour, au niveau de la périphérie, cela soit suscité. La tentation serait forte de voir toujours une main extérieure, mais il y a suffisamment d'enjeux pour que ce type de situation ne nous étonne pas. Petit bémol au plan militaire, Kati est quand même un peu sur une colline, et Koulba, tout ça, et il est quand même assez curieux qu'on n'ait pas vu venir. Voilà. Si on s'en tient au communiqué de l'état-major général des armées maliennes, ou alors qu'il y ait des complicités à l'interne. À l'interne, très avancées, parce que Kati, c'est un gros camp. Donc oui, c'est un gros camp, c'est pratiquement. C'est compliqué. Voilà, donc la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées maliennes, communique qu'aux environs de 5 heures, des attaques des terroristes de la Katiba Massina, donc affiliés à Al-Qaïda, ont tenté des actions kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la division du matériel des hydrocarbures et des transports des armées. Donc les FAMA ont immédiatement procédé au bouclage de la zone. On parle du côté FAMA, 1 mort, 6 blessés dont un civil. Côté assaillant, 7 neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. Hamzat, votre lecture rapide? Je pense que là, vous devez faire la lecture du communiqué d'hier. Oui. Parce qu'il y a eu une attaque coordonnée dans plusieurs villes maliennes. Non, le communiqué que je lis, c'est de l'état-major d'aujourd'hui, pas hier. Oui, pas hier. Donc, dans le fief du président. Pour ma part, l'interprétation que je peux faire, c'est que le Bamako est de plus en plus menacé. Vous savez, Bamako, c'est un peu le terroir qui est plus ou moins préservé des attaques terroristes et des menaces sécuritaires aussi. Et on sait que le nord malien est quasiment perdu et que le centre aussi est en train d'être retourné dans tous les sens du terme. Mais cette attaque à Kati aussi est le schéma de la menace terroriste sur le pouvoir en place. Et j'essaie de faire le parallèle aussi avec les attaques d'hier, parce qu'il y a eu plusieurs attaques coordonnées. On sait que les forces spéciales maliennes ont essuyé des attaques. Exactement, dans plusieurs villes et pratiquement à la même heure. Et aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une attaque quasi similaire, mais cette fois-ci à Kati. Et ça pose un grave problème. Est-ce que l'État malien n'est pas en train d'être défié par ces terroristes, notamment la Katiba de Massina ou encore AQMI avec la JNP qui est une branche armée et militaire d'AQMI. Donc, pour ma part, pour résumer, je trouve que le défi sera énorme dans les jours à venir pour l'État malien. Ils ne sont pas du tout sortis de leurs embrouilles parce que leur véritable ennemi, on se rend compte finalement, le véritable ennemi du Mali, c'est plutôt à l'intérieur et non à l'extérieur. Voilà, vous me tendez la perche pour passer au sujet principal. Au Mali, manifestement, ça se tend avec la MINUSMA de la mise aux arrêts des 49 soldats ivoiriens, des mercenaires, à l'entendement du gouvernement malien, à l'interdiction de toute rotation des contingents présents sur le sol malien. Enfin, hier, l'expulsion de José Salgado, le porte-parole de la mission onusienne. C'est dire que ça se crispe véritablement, et ça c'est un euphémisme. Déjà lors du vote de cette résolution donnant encore une année à cette mission, le Mali avait clairement affiché certaines restrictions qui, de l'avis des spécialistes, rendraient déjà compliqué le travail de cette force. Les Égyptiens n'ont pas traîné, ils se sont retirés, déjà en arguant qu'ils avaient beaucoup de pertes. Le Bénin, pour d'autres raisons, avait demandé le retrait de son contingent. Est-ce que vous pensez que ça ouvre les vannes? Déjà, comment quelle lecture faites-vous de cette traînée de décisions du gouvernement du gouvernement malien? Alors, à défaut de dire clairement aux Nations Unies qui ne souhaiteraient pas avoir leurs forces présentes au Mali, le Mali est en train d'adopter des attitudes et des comportements qui montrent qu'ils ont un besoin de se sentir maître
de la situation au Mali? Certainement parce qu'ils estiment que pendant longtemps, ils ont donné une grande part de cette responsabilité d'assurer, de maintenir la stabilité au Mali à des forces externes, mais que cela ne s'est pas avéré concret, productif. Et donc, on a l'impression, lorsqu'on observe ce qui est en train de se passer, que naturellement, le Mali est en train de faire partie, d'une façon ou d'une autre, les forces externes qui se retrouvent sur son territoire et qui ne semblent pas être dans sa dynamique. Et il faut dire que le message semble aussi avoir été reçu par certaines autres forces, même si les raisons techniques qui sont avancées n'entrent pas forcément dans le cadre de ce message qui semble être passé. Donc, sur un plan plutôt géostratégique, la stratégie que le Mali veut adopter aujourd'hui semble être une stratégie pas de collaboration dominante, mais de collaboration maîtrisée. La collaboration maîtrisée étant que oui, on veut des partenaires, mais ces partenaires doivent fonctionner en fonction de nos termes uniquement. Mais tout partenaire qui va fonctionner dans une dynamique qui ne convient pas à notre façon de percevoir la chose, on va devoir trouver les moyens pour s'en séparer. Voilà. Et c'est ce à quoi on semble assister. Jolata Guédégbé, déjà lors du vote, en tout cas de la prorogation, le 29 juin dernier, de cette mission onusienne que d'aucuns qualifient d'inoffensive parce qu'ils n'ont pas la latitude d'entreprendre des actions militaires. Le représentant du pouvoir malien avait déjà, disons, refusé tout droit de regard sur les problématiques liées aux droits de l'homme à cette mission. D'autres analyses disent, bon, c'est pour préserver quelque peu leurs actions avec les supplétifs du groupement Wagner. Est-ce que c'est aussi simple ou plutôt c'est en tout cas ce à quoi on assiste, c'est un processus organisé d'endiguement des forces onusiennes pour les forcer au final à quitter le Mali? Je n'ose croire que les autorités de la junte soient complètement convaincus de l'inutilité de cette force de la MINUSMA, si inoffensive soit-elle, en cas si limitée soit-elle dans son mandat. Mais ce type de force également est souvent une manière de mettre en parenthèse, de manière très visible en tout cas, la souveraineté d'un pays. Et connaissant un peu le nationalisme ombrageux des Maliens, nationalisme en tout cas assez poussé des Maliens, il n'est pas étonnant que ces réactions aient émergé. Il est vrai, c'est avec un partenaire multilatéral qui n'est pas moins animé par des intérêts nationaux ou même suscité par, ou en tout cas manipulé éventuellement par d'autres donneurs d'ordre, par des gens qui tirent les ficelles, suivez mon regard. Et donc, c'est une manière ou une autre, probablement pour la junte, et peut-être une manière démagogique de s'affirmer à peu de frais. Et les Nations Unies, probablement également se reprochant quelque chose ou n'étant pas complètement irréprochables, ont quand même accédé au désidérata malien à travers le mémorandum dont vous parlez. Oui. Aujourd'hui, il y a une accélération et l'Égypte, il est difficile de lire ce qui est réellement au motif de son annonce de retrait. C'est quand même une des armées les plus importantes d'Afrique. Et l'un des plus gros contingents, je pense le plus gros de cette mission. Alors du coup, est-ce une velléité propre à l'Égypte ou est-ce en coordination avec d'autres qui voudraient s'exprimer ou en tout cas voudraient montrer au gouvernement malien, à la junte, qu'elle n'est pas si capable que ça. Et la partie qui se joue est assurément délicate. Et si on prend l'incident avec les 49 militaires ou mercenaires ivoiriens, enfin bon, on les a baptisés comme ça, mais c'est avant tout des militaires ivoiriens, on se rend compte quand même qu'il y a des dysfonctionnements importants à l'occasion de l'installation, du déploiement de ces troupes. Et
peut-être que là également, les Nations Unies devraient balayer devant leurs portes. Tout ce qui vient sous le chapeau des Nations Unies n'est pas forcément sain, n'est pas forcément, ne manque pas d'être critiquable. On l'a vu en Irak, on l'a vu dans d'autres pays où sous couvert d'intervention, d'interposition et autres, on l'a vu au Libéria, en Sierra Leone. Bon, ça c'est sur le plan des mœurs, en termes de viol et autres là. Donc, les Nations Unies ne sont pas si irréprochables que ça. Et il est possible que cet incident également signale quelques légèretés dans lesquelles ou par lesquelles la junte a voulu s'engouffrer pour... Ce n'est pas juste une mesure de rétorsion contre oui, c'est de grand frère ivoirien. C'est de bonne guerre. S'il n'y avait pas cette faille-là, et si les choses avaient été très claires, très explicites, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aurait beau jeu de prouver complètement son innocence. Là, il y a un doute qui subsiste, et doute renforcé par les Nations Unies elles-mêmes qui avaient prêté le flanc. Oui, il y a eu des messages contradictoires. Des messages contradictoires, donc qui indiquent à tout le moins que les procédures, il vaut mieux qu'elles soient convenues, et c'est des mesures conservatoires qu'un gouvernement souverain est fondé à prendre que de demander qu'on sursoit à tout. Et donc c'est pas un rejet. Ça choque parce que on pense que le Mali est en situation de demandeur, mais voilà, comme je disais, le petit poil à gratter nationaliste. Je rappelle, vous avez évoqué le nationalisme ombrageux. C'est un terme. Hamzat Abdoulaye, est-ce que on va dire ce qui ressemble fort bien à un cafouillage de la MINUSMA, parce qu'à l'entendement général, c'est ce qui a peut-être causé l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, qui a redit et dit que les autorités maliennes étaient au courant de ces déploiements. Ça s'est toujours fait ainsi. Il y a aussi cet incident lever le voile, Joël Ataï-Guédébé l'évoquait, sur des pratiques pas très orthodoxes, parce qu'on sait qu'il y a une myriade de sous-traitants comme jusqu'au moyen de transport. Même le dernier ministre des Affaires étrangères français, à travers son fils, semblait dans un conflit d'intérêts. Il y a beaucoup de sous-traitants civils qui servent ces forces onusiennes. Est-ce que c'est une, comme Joël Ataï-Guédébé l'évoque à l'instant, est-ce que c'est une faille? C'est juste que le gouvernement malien essaye de tirer profit d'une faille du système, ou vraisemblablement ça participe de quelques mesures de rétorsion, à terme ayant pour objectif à terme de faire partir les forces de l'ONU. Pardon, je pense que pour ma part, que cet événement des 49, comment on les appelle déjà? Ce qui est sûr, ce sont les soldats ivoiriens. Bon. Ce qui est sûr. Ce qui est certain. Alors, ces 49 militaires, donc, présentent un problème tripartite. C'est du niveau de la junte malienne, de l'État malien, si vous voulez, pour être plus correct. Deuxièmement, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, évidemment, puisque c'est l'État qui a envoyé ces 49 militaires. Et enfin, au niveau aussi des Nations Unies, aussi, un gros problème structurel s'est posé, administratif aussi s'est posé. Alors, ces trois failles ont créé ce qui a suivi derrière. Et ça décrédibilise clairement les Nations Unies avec la force en place surtout. Mais je pense que la diplomatie de connivence du Mali adoptée par le Mali, enfin, que tente d'adopter le Mali est en train d'échouer. Et ça laisse, bien sûr. Avec qui, je pense, peut-être avec le Togo, mais non, pas plus. Hein. À la base, c'était une diplomatie de connivence, mais cette diplomatie de connivence est en train d'échouer et laisse place maintenant à une diplomatie catastrophique. Catastrophique dans la mesure où, dès qu'il y a un événement comme ce qu'on a vu, on l'a vu clairement, il y a eu des avions, il y a eu des munitions au sein de l'avion destinées à ces 49 soldats déjà, qui, a priori, sont sous le couvert que le gouvernement malien ait été informé ou pas,
Ça, au moins, tout le monde est d'accord que c'est une procédure standard. Alors, les militaires dans un avion et les munitions dans l'autre. Ça, c'est connu. Alors, en parlant de standard, il y a des règles qui devraient être suivies. La diplomatie, il ne s'agit pas de faire des communiqués de presse à tout va pour crier à corps et à cri. Non, la diplomatie peut se régler aussi dans le souterrain. C'est surtout ça, la diplomatie. Et je pense que là, particulièrement, l'État malien a failli. Ils auraient dû peut-être négocier autrement, sans pour autant faire de tapage, pour régler le problème qui est généralement structurel. Oui, il s'agit d'un problème. Ils vous ont entendu. Foy Assingbe a été mandaté pour faire le... Oui, pour avoir mandaté Faure, on aurait... Je pense qu'on pourrait ne pas en arriver là, justement. C'est ce que je dis. Non, mais il faut dire que si vous écoutez les autorités maliennes... je vous pose ma question, vous allez répondre. Est-ce que le pouvoir malien... on l'a vu déjà plusieurs fois. Ils sont, qu'on le veuille ou non, à l'entendement de l'opinion publique, ils sont sortis gagnants du bras de fer avec la CEDEAO, même si les dommages sur le terrain sont importants. Est-ce que... Avec des arrêts dans la gorge, oui, mais bon, au niveau de l'opinion publique, ils sont sortis gagnants. Est-ce que ce n'est pas un perpétuel rapport de force que ce gouvernement a installé et qui, manifestement, lui permet de se maintenir au pouvoir? Est-ce que c'est pas... Là encore, c'est un rapport de force qu'ils installent, bon à mal avec le pouvoir malien et par ricochet tout ce qu'ils pourraient considérer comme leurs ennemis entre griffes. Oui, ce serait une façon de voir la chose, voir la chose sous l'angle du rapport de force. Mais il y a d'autres façons de voir la chose. Voir la chose sous l'angle de responsabilité dans la démarche. Le Mali a décidé d'adopter une démarche qui se détache de ce à quoi on est habitué. Et donc, si le Mali doit rebrousser chemin dans cette démarche, le Mali est en train de se décrédibiliser. Et donc, ce n'est pas dans une perspective de faire un bras de fer, mais c'est dans une perspective d'affirmer. Ça y ressemble quand même. D'affirmer, oui. On le voit sous cet angle. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'assister à ce genre de développement ou de détachement vis-à-vis de ce que pense l'opinion public, si on surtout peut... en deux pays, en tout cas deux pays africains, deux pays voisins. On n'a pas l'habitude. Et donc, pour revenir à ce que mon confrère disait, que cette diplomatie par rapport au comportement des autorités, mais il faut dire, lorsque vous les écoutez, ils ont contacté d'abord, pas devant les médias, ils ont contacté les autorités ivoiriennes pour savoir si ils ont autorisé ces 49 militaires à être sur le territoire malien. Et il s'avère qu'ils ont reçu comme réponse que les autorités ne sont pas au courant de ça. Oui, bon, là, il y a un flou sur cette information. Et donc, sur la base de ce flou, c'est tout à fait logique qu'ils prennent l'opinion publique à témoin. Et donc, cette diplomatie dont vous êtes en train de parler n'est pas forcément à peindre comme vous êtes en train de dire. Et pour revenir maintenant à cette question de bras de fer, lorsque vous observez ce qui se passe, c'est pas forcément dans une logique de bras de fer, mais c'est dans une logique, vous savez, un système qui est si définir. Et nous sommes en train d'assister d'une façon ou d'une autre à une redéfinition de la façon dont les choses fonctionnent. Et ce gouvernement du Mali, pourquoi? Parce qu'il est en train de choisir un chemin qui n'est pas forcément celui... En fait, ça sort de l'ordinaire. Et donc, les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté sont tout à fait compréhensibles. Ne sont pas forcément prévisibles. Pour remonter dans ce sens, en fait, les 49 militaires, c'est pour ça que je demandais comment on les appelle. Eh bien, non, là, on est d'accord, je vais des militaires ivoiriens. Mon propos, c'est que ils ont parlé de 49 mercenaires. Et là, ils les qualifient de mercenaires. Ils les ont qualifiés de mercenaires tout de suite en s'adressant à la Côte d'Ivoire. Et c'est là où je pose le problème. Non, en même temps, il ne s'adressait pas à la Côte d'Ivoire, il s'adressait à l'opinion internationale. Nationale et internationale. Donc, à la Côte d'Ivoire, entre autres. Non, clairement, cette diplomatie n'est-elle pas une catastrophe? Voilà. On va rapidement, je vais vous poser ma question, on va rapidement finir parce que le tour, on a épuisé le temps. Les deux problématiques se retrouvent parfaitement. Macron a annoncé en Afrique, pour quel message?
On parle du Cameroun, du Bénin et peut-être de la Guinée-Bissau. Voilà, étant donné l'échec de Barkhane, voilà, les deux actualités peuvent être liées. Après sur sa réélection, à ce à quoi on a assisté, voilà. Bon. Manifestement, par rapport au cas malien, on peut lier les deux. Oui. Quel est le message le Mali est bruyamment présent. Oui, le Mali est très présent. Oui. Et même si M. Macron a choisi de ne pas aller à Niamey, où la force Barkhane a été repositionnée. Il y a envoyé ses ministres récemment. À tout le moins, l'actualité terroriste que subit le Bénin indique que le Bénin fait partie de la ligne de front. Oui. Voilà, pour compléter ma question, il va quand même au Cameroun. Paul Biya, c'est le dernier, on va dire, le dernier patriarche d'un système politique que beaucoup réprouvent. Il y a la crise au nord du Cameroun. Alors, ce sont ces choix-là, on va dire, ce circuit, on va dire, qui questionne. Forcément, et on ne va pas forcer les causalités, mais c'est un déplacement qui a une forte dimension sécuritaire. Parce que quoi qu'on dise, même le Cameroun est soumis à une certaine instabilité, ne serait-ce que par rapport à la question de Boko Haram entre le Niger et autres. Mais la France n'est jamais non plus très loin de ses intérêts économiques. Et si le Bénin n'est pas un gros pourvoyeur pour les entreprises françaises, il me semble qu'en Afrique centrale, il y a de quoi faire, il y a de quoi aller chercher de nouveaux marchés, à redéfinir les choses, que les gens soient fréquentables ou non. Et donc, attendons de voir quelle va être la tonalité du message de M. Macron. Est-ce qu'il va se hasarder sur les questions politiques, sur les questions qui fâchent, ou chacun est plus ou moins... Bon, il ne viendra pas parler culture. Bon, chez nous, oui. Au Bénin, oui. Non, au Bénin, il n'y a pas moins de questions politiques qui pourraient fâcher. Oui. Et par rapport au Cameroun, chacun voit un peu ce qui se passe et ce qui gêne. Et est-ce qu'il va se lâcher? Est-ce qu'il va se... Voilà, on va voir si le nouveau Macron est là, si Macron 2 sera différent. C'est que Paul Biya a souvent un effet anesthésiant sur ses hôtes. Mais bon, au moins, Hamzat Abdoulaye, sur cette question, au moins on sait qu'au Bénin, il parlera objet d'art, ça c'est sûr, pour le continuum naturel de cette aventure qu'on a réussi. Espérons qu'il nous ramène encore des biens dans sa judiciaire, parce que c'est pas fini. Ne parions pas là-dessus. Ne parions pas là-dessus pour cette fois. On continue de plaider pour que nos objets nous soient rendus. Oui, voilà. Comment voyez-vous cette... Sous plusieurs aspects, sous plusieurs points. Je pense que l'arrivée de Macron ne va pas s'inscrire uniquement sur le défi sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Ça va aussi s'inscrire dans un nouveau dynamisme de la diplomatie française en Afrique. Vous voyez, Macron est en difficulté avec sa politique étrangère depuis plusieurs années. Et bien lui en fallait, puisqu'il a changé la tête de ce département avec le départ d'Yves Le Drian. Et aujourd'hui, il est dans un mode reconquête. Et choisir le Bénin, ce n'est pas un choix anodin. Je vous dis pourquoi. Le Bénin jouit plus ou moins d'un statut de neutralité, de virginité à l'échelle étrangère et internationale aussi, même si dernièrement on a eu des agressions terroristes un peu partout, surtout dans la région nord du Bénin. Le Bénin est un nouveau territoire pour la France. Donc ce sera pour lui l'occasion de faire peau neuve à travers un discours certainement axé bien sûr sur le bien-valoir ou plutôt la largesse de la France par rapport à sa possibilité, sa capacité de restituer les objets très importants au Bénin, aussi pour les autres États, comme le Sénégal. Donc, il va reparler de ce discours pour redorer son image sur ce plan. Et bien entendu, il s'agira aussi de mettre en place des accords bilatéraux entre le Bénin et la France pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, pour juguler justement la menace terroriste. Mais il faut être certain aussi que Macron n'a pas une baguette magique pour arrêter le problème du terrorisme en Afrique. Et il ne faudrait surtout pas que les autorités béninoises fassent l'erreur, surtout de penser ou de faire penser aux populations qu'avec l'arrivée de Macron, eh bien, leur quotidien va changer. Ce ne sera pas le cas. Et quand
quand on parle de sécurité... Il y a une communication minimale autour de cela. Donc, bien sûr, mais quand on parle de sécurité aussi, il faudrait penser renforcer nos capacités, nos aptitudes. Et justement, je salue l'initiative avec le Niger, l'initiative de défense bilatérale avec le Niger, pour justement essayer de trouver des solutions. Et enfin, il y a un problème politique au Bénin et aussi au Cameroun. Il ne faut pas nier que Macron va s'inscrire aussi dans cette dynamique. Il y a un problème politique au Bénin, comme au Cameroun. Oui, il y a une crise politique. Sinon, vous l'avez vu dernièrement, les anciens chefs d'État du Bénin ont rencontré le président. Oui, dans un esprit bon enfant. Pour décrisper la crise politique, puisque les élections s'annoncent en 2023, les élections législatives. Bon, c'est nous qui le disons, ils ne l'ont jamais dit. Non, pour être plus clair, Macron va se prononcer sur cette question et certainement plaider pour que la tension politique puisse se décrisper et que les opposants politiques qui ont été enfermés en temps au Bénin puissent, pourquoi pas, être libérés. Et je termine mon propos. Vous allez très loin dans les prédictions. Finissez, puisqu'on a... Puisqu'il s'agit d'une analyse et... Je vais finir là-dessus par rapport au Cameroun. Le Cameroun aussi traverse une crise politique qui ne dit pas son nom. Et Paul Biya, vous avez bien raison de le souligner, a tendance... Oui, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon. Exactement, et il a tendance à endormir... il a surtout cette tendance à endormir ses interlocuteurs. Mais cette fois-ci, j'espère, comme le disait mon confrère, j'espère cette fois-ci qu'il va vraiment écouter Macron. Il écoute toujours. Paul Biya écoute toujours. Il parle très peu et il écoute beaucoup. Pour que l'alternance surtout puisse être créée. Je pense que le président... Au jeu des prédictions, pour quel message le président Macron a compris qu'il ne faut pas trop se mêler des affaires politiques aujourd'hui des autres États et donc il vient pour l'économie. La France traverse, pas seulement la France, l'Europe. L'Europe est en train de vivre une crise économique de très haut niveau et ils ont besoin de multiplier, pas seulement de multiplier, mais de redynamiser certaines sources. Et l'Afrique de l'Ouest, non, il ne s'agit pas du Bénin comme État, mais il s'agit du Bénin comme une porte pour l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle du système d'intégration, le Cameroun, pas comme Cameroun, pays singulier, mais l'Afrique centrale. Oui, le Cameroun, c'est le poumon. Et quand vous ciblez l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est là où se trouve réellement la dynamique économique, surtout en matière de matières premières. Voilà. Et donc, ce sont des choix stratégiques très compréhensibles. Il y a un modèle à vendre également. Beaucoup de choses à vendre. On peut s'interroger sur la présence à l'agenda de la Guinée-Bissau. Est-ce que c'est un message de diversification qui est envoyé? Ça, c'est plutôt à confirmer, mais bon, c'est à confirmer. Ok, oui. mais sinon, pourquoi le Cap-Vert n'a-t-il pas été choisi alors qu'il présente un modèle plus économique, plus désiré, plus enviable? Bon, donc, à part pour les vacances. À part pour les vacances. Voilà. Merci. Et la stabilité politique quand même. Oui, c'est petit en même temps. Donc, merci. Je vous rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Morgane Assoba Metondi, je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste politique. Merci pour vos prédictions. On verra bien après. On verra bien après le 27 ce qu'il en est. Merci à vous pour tout ce que nous avez suivi et bonsoir chez vous.